Bienvenue sur Hatchermakers. Aujourd'hui, on parle transformation durable des entreprises dans un contexte d'urgence climatique et de bouleversements économiques et géopolitiques. Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Benoît Bonello, directeur de l'innovation sociale chez Suez. Bonjour. Bonjour Benoît. Laurent-Guillaume Guérat, directeur ressources humaines, directeur santé-sécurité et vice-président exécutif de Suez. Bonjour. Bonjour Laurent-Guillaume. Et enfin Audrey Richard, présidente de l'ANDRH et DRH de Canal+. Bonjour. Bonjour Audrey. Audrey, je commence par vous. Quels sont selon vous les enjeux de la collaboration entre les directions RH et RSE aujourd'hui ? Aujourd'hui, alors de toute évidence, les enjeux sont des enjeux de collaboration. Ça, c'est une évidence et c'est déjà le cas depuis de nombreuses années. Maintenant, moi, je poserais éventuellement une autre question. Comment se fait-il qu'on ait aujourd'hui 2060 entreprises à mission ? Donc, c'est déjà ça, c'est déjà bien, mais à mon sens, pas suffisamment. Donc, comment se fait-il que nous en soyons là tous collectivement ? Et j'identifie vraiment un axe d'accélération. Je pense qu'il faut accélérer sur ces sujets-là. Et par ailleurs, je pense également que l'enjeu majeur, il est d'intégrer la RSE comme une fonction avec un niveau d'importance comme une fonction financière, une fonction RH, une fonction business. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu est là. C'est un enjeu d'accélération et de mettre ces sujets de RSE au bon niveau. Et comment la fonction RH peut être au service de ces engagements, justement ? Quel est le rôle stratégique des RH en la matière ? Les ressources humaines dans la RSE, donc on parle ici du volet social, donc évidemment qu'il y a une contribution, une collaboration. On a cet enjeu de formation, de monter en connaissance tous collectivement dans nos entreprises sur les sujets d'impact carbone, sur les sujets de diversité, de handicap par exemple. Donc on doit tous avoir cette conscience. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Donc monter en connaissance, monter en compétence. D'ailleurs, à ce propos, l'association, l'ANDRH, l'association des DRH, œuvre depuis plusieurs années pour faire monter en connaissance sur les problématiques de RSE et d'impact dans toutes nos entreprises et donc d'impact sur la société. À ce stade, je pourrais juste partager ça avec vous. Laurent-Guillaume et Benoît, je me tourne vers vous. L'engagement social et environnemental est au cœur de la stratégie du groupe Suez. Comment cela s'articule en termes d'objectifs d'entreprise et de gouvernance ? Alors, un mot sur Suez. Pour commencer, nous sommes une société qui a réalisé près de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024. On emploie 40 000 personnes dans plus d'une centaine de pays. Et l'engagement social et environnemental, il est au cœur de notre ADN, puisque c'est notre métier. Dans notre raison d'être, nous fournissons des services essentiels, vertueux à nos clients pour faire un meilleur usage des ressources limitées de la Terre. Ça passe par l'assainissement de l'eau, la collecte, le recyclage des déchets, la protection de la ressource en eau. Alors nous sommes organisés assez classiquement comme d'autres entreprises avec un plan d'action RSE multi-annuel qui est organisé autour de 3 piliers. Le climat, c'est la réduction notamment du CO2 dont parlait Audrey à l'instant. La nature, avec la protection du milieu naturel dans lequel nous intervenons. Et l'aspect social, avec une organisation chez Suez qui est la suivante. Nous avons depuis une quinzaine d'années développé une direction de l'innovation sociale au sein de la direction des ressources humaines que dirige Benoît. Exactement. Et en fait, une des spécificités chez Suez, c'est que, par exemple, nos métiers se prêtent à des sujets comme l'insertion. S'y prêtent parce qu'ils sont non délocalisables, parce qu'ils sont accessibles aussi assez souvent à des publics qui sont peu qualifiés, et aussi parce que nos clients nous demandent de nous engager sur ces sujets. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment irrigué l'ensemble des activités de Suez avec cette dimension d'innovation sociale. Et aujourd'hui, on a une direction de l'innovation sociale qui couvre 3 champs d'action. Le premier, c'est le recrutement inclusif. Comment est-ce qu'on recrute différemment, notamment dans nos métiers opérationnels, et qu'on va chercher des gens qui sont
loin de l'emploi pour les intégrer dans nos métiers et sur nos métiers en tension, par exemple. Le deuxième, c'est autour des offres commerciales, où là, on développe la coopération avec le monde de l'économie sociale et solidaire pour justement proposer des offres augmentées en matière d'économie circulaire avec un fort impact pour les territoires. Et le troisième volet, c'est l'engagement solidaire, où là, on amène finalement nos collaborateurs à partager, s'ils le souhaitent, leurs compétences avec les associations des territoires pour justement développer la transition écologique et solidaire. On viendra sur vos engagements en matière d'économie circulaire. Audrey, vous mentionnez les actions de formation qui sont indispensables pour les RH. Est-ce qu'il faut aussi faire monter en compétence l'ensemble des partenaires sociaux sur ces sujets? Alors, je parlais de formation parce que ici, autour de la table, on a une grosse entreprise. Et c'est vrai que le sujet RSE est davantage souvent pris par les grosses structures qui peuvent avoir des équipes. Et les entreprises qui sont un peu plus petites, moins dotées en effectifs RH ou même effectifs RSE, ont plus de difficultés à lancer un certain nombre d'actions si elles ne sont pas vraiment concernées ou si leur business n'est pas vraiment environnemental, par exemple. Donc c'est pour ça que je parlais de formation, c'est pour ça que je parlais du rôle de l'association, qui est de proposer de la montée en compétences pour l'ensemble des RH en France et contribuer ainsi à la connaissance. Après, évidemment, dans les différentes entreprises, les RH ont leur rôle, les équipes RSE, quand il y en a, ont leur rôle, mais un des rôles majeurs est d'enclencher le dialogue avec les partenaires sociaux. Et ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, je trouve que sur ces sujets de RSE, on peut encore faire beaucoup mieux. Et là encore, c'est un sujet, de mon point de vue, de ce qu'on peut voir côté ANDRH, de connaissances sur le sujet. Peut-être vous pouvez être un peu étonné de cela, mais en fait, la réalité du terrain dans les entreprises sur l'ensemble du territoire, c'est vraiment cette difficulté. Les personnes dans leur quotidien et vraiment, la volonté des dirigeants doit être vraiment présente pour enclencher des actions concrètes autour de la RSE. Après, donc, en effet, on a nos partenaires sociaux avec lesquels on peut construire une politique sociale plus développée, plus mature pour répondre à ces problématiques sociales. Maintenant, on a aussi le corps social dans son sens large et nos salariés qui nous amènent les sujets. Et souvent, les DRH ont des convictions qu'elles défendent à travers une politique RH dans les entreprises, mais on a aussi en regard nos salariés qui ont des exigences. C'est aussi les salariés qui nous ont amenés à aller davantage sur une organisation du travail un peu différente, avec beaucoup plus de flexibilité qu'avant. Le télétravail, c'est ce même registre. Les situations individuelles complexes, ce sont aussi les salariés qui nous amènent à avoir besoin d'une politique RH construite avec les partenaires sociaux pour traiter le handicap, par exemple, ou faire travailler le territoire sur des sujets d'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc, en fait, c'est un sujet qui est multicompétences et multi-public. Et ce ne sont pas seulement, à mon sens, les RH qui vont trouver la solution ou les personnes en charge de la RSE. C'est en effet ensemble, avec nos partenaires sociaux, nos salariés, le management, les RH. C'est bien ensemble qu'on peut aller sur davantage d'actions. Voilà à ce stade. Maintenant, j'aimerais rebondir sur un sujet identifié par Laurent. Sur la raison d'être, tout à l'heure, vous parliez de la raison d'être. Ça, le travail dans les entreprises sur la création d'une raison d'être permet d'engager un collectif sur finalement quel est le rôle de l'entreprise au sein de sa société, mais quel est le rôle social, sociétal de notre activité, de notre groupe, de notre entreprise. Et ça, c'est un moyen de faire travailler les collectifs ensemble pour aller chercher le rôle sociétal et les actions qu'on veut enclencher et qui vont être adaptées à notre business, à notre activité, à notre territoire
aussi. Ça relève de la culture d'entreprise et de la marque employeur. C'est ça. Ces choses sont liées. Aujourd'hui, on parle beaucoup de raison d'être. Les entreprises ont envie de montrer avant de devenir société à mission. C'est le Bien cran sûr. d'avant pour devenir société à mission. Parfois, société à mission, c'est peut-être un peu trop pour certaines entreprises. Mais en tout cas, le fait d'aller ensemble sur une raison d'être, ça montre que l'entreprise déjà a la volonté d'aller sur un rôle sociétal. Laurent Guillaume, Benoît, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Vous avez un dispositif de mécénat de compétences qui attire vos collaborateurs, il me semble. Voilà, est-ce que vous voulez dire un mot sur tout ce que vient de dire Audrey? Si on veut réagir sur cette logique de mécénat de compétences, c'est que l'engagement de nos salariés dans des démarches socialement responsables a un triple bénéfice ou quadruple bénéfice. D'abord, c'est un motif de fierté, Mm. c'est un motif Bien d'engagement. sûr. Et à la période où on parle beaucoup de recruter les talents, fidéliser les talents, le mécénat de compétences et le dispositif du mécénat de compétences que nous avons mis en place chez Suez, bah, c'est aussi une façon d'attirer des talents et puis de résoudre cette fameuse question qui se pose aujourd'hui, et toute génération confondue, je crois, c'est la recherche du sens. Mm. Le sens au travail, redonner du sens au travail, comment on trouve du sens au travail. Donc, le mécénat de compétences chez Suez, on a signé une charte en 2023 en permettant à chaque salarié de dédier 2 jours par an de leur temps de travail, donc 25 000 salariés, 50 000 jours disponibles en mécénat de compétences par nos salariés auprès d'associations. On a noué un partenariat avec la plateforme Vendredi pour que toutes les missions soient recensées, qu'on puisse mener des campagnes pour pousser et mettre en lumière un certain nombre d'associations pour permettre à chacun de s'engager dans le mécénat de compétences. Et on a, je crois, aujourd'hui 3500 salariés qui sont dans cette démarche-là. On a 900 missions qui ont déjà été menées et c'est vraiment quelque chose sur lequel à la fois les gens donnent du temps, sont fiers de le donner et puis c'est un vrai motif d'engagement et de sens pour nos collaborateurs. Pour compléter, une des spécificités qu'on a aussi chez Suez, c'est qu'on a des entités d'intérêt général en propre. On a notamment Aquassistance, qui est une ONG sur les sujets d'accès à l'eau. On a la Fondation Suez, qui agit dans de nombreux pays. Et le mécénat de compétences vient finalement alimenter ces structures, leur donne de la visibilité et permet aux collaborateurs aussi d'amener leurs compétences dans ces structures qui sont propres à Suez et qui permettent d'alimenter aussi la raison d'être du groupe au-delà de son business. Nos métiers se prêtent particulièrement bien à ce type de démarche. Tu évoquais Aquassistance, une forme d'ONG interne qui au départ était autour des métiers de l'eau. Parce que dans les situations difficiles, l'accès à l'eau, le fait d'avoir de l'eau propre qui permet de lutter contre les épidémies est quelque chose d'essentiel. Donc on a des collaborateurs qui partent en mission dans le monde entier. Alors ils étaient récemment en Haïti, ils étaient à Mayotte récemment, parce que souvent dans l'urgence, rétablir l'eau et rétablir les systèmes d'eau est absolument essentiel pour permettre de prendre en charge les populations qui ont été touchées par une catastrophe climatique par exemple. Audrey, vous vouliez réagir, je crois. Oui, je voulais juste réagir sur le mécénat de compétences. Chez Canal+, on a également mis en place une plateforme. Et dans les adhérents côté NDRH, il y a pas mal d'entreprises qui ont mis en place. C'est une démarche qui est en effet très appréciée des collaborateurs, qui permet d'allier le sens sociétal et sens de l'engagement auprès de l'entreprise. Et c'est assez simple à réaliser en vrai. Donc, c'est pour ça que je voulais C'est un beau insister. levier, ouais. Ouais, je trouve que ça fait sens pour toutes les parties. Benoît, vous l'avez mentionné, Suez est très engagé en faveur du recrutement inclusif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, notamment sur la maison pour rebondir Oui, que en vous fait, avez créée? sur notre démarche de recrutement inclusif, il y a 2 projets qui ont été particulièrement structurants dans l'histoire de Suez. Tout d'abord, il y a notre filiale. On a une filiale qui est une entreprise sociale, une entreprise d'insertion, qui s'appelle Rebond Insertion, qui a été créée en 2002, donc ça date. Autant dire qu'on est engagé sur ces sujets depuis longtemps. Et en fait, c'est une entreprise qui est une filiale de Suez, Recyclage et Valorisation France à 100%, mais qui est vraiment à vocation sociale. Et l'objectif, c'est finalement de recruter des gens qui sont loin de l'emploi, de les mettre au travail sur des métiers en lien avec les déchets,
Rebond Insertion travaille à 80% en sous-traitance de Suez, des autres entités de Suez. Et enfin, en même temps, pendant que les personnes travaillent, on va régler les aider à régler leurs problématiques de logement, de mobilité, de projets professionnels, de santé, potentiellement aussi de français, et les aider finalement à trouver une solution durable, soit une sortie en formation qualifiante, soit une sortie en emploi durable, que ce soit chez Suez ou ailleurs. Et donc, on a comme ça 13 000 personnes qui ont été accompagnées par Rebond depuis 2002 et environ 70% qui ont trouvé des solutions durables à l'issue de leur passage chez Rebond. Donc, c'est une entreprise tremplin et on a beaucoup appris avec cette expérience-là et ça continue. Et puis, on a un deuxième projet structurant qui est la Maison pour Rebondir que vous mentionniez et qui a été créée à Bordeaux en 2012 et qui est devenu une sorte de laboratoire où finalement Suez a testé sur le territoire de la métropole de Bordeaux comment renforcer son impact social. Et c'est à partir de cette expérience-là qu'on a créé la direction de l'innovation sociale et qu'on déploie maintenant à l'échelle du groupe des choses qu'on avait testées à l'époque de la Maison pour Rebondir qui nous ont permis de créer 800 emplois entre 2012 et 2019. Quelque chose d'intéressant qu'on peut compléter, on demande aussi à la direction de l'innovation sociale de jeter des ponts entre nous, grandes entreprises, et tout un tissu d'associations ou d'intervenants de l'économie sociale et solidaire. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les actions en matière d'intégration sociale, en matière de responsabilité sociale, elles se mènent, certes, on en lance un certain nombre, mais elles se mènent aussi avec des partenaires. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Je prends un exemple très simple. Nous nous étions engagés il y a quelques années avec le gouvernement dans le cadre du pacte, qui était le plan pour les entreprises en faveur des quartiers prioritaires de la ville. Et on avait pris un engagement à l'époque qui disait qu'on devait augmenter la part des alternants chez Suez venant des quartiers prioritaires de la ville. Et on avait défini à l'époque un objectif de 10%. Quand on a pris cet engagement, très honnêtement, on ne savait absolument pas comment s'y prendre et on ne savait d'ailleurs absolument pas qui, parmi nos alternants, venait éventuellement d'un quartier prioritaire de la ville ou pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte assez vite qu'il y a beaucoup de quartiers en France dans lesquels nos offres d'emploi n'arrivaient jamais, nos propositions de formation n'arrivaient jamais, que la façon dont nous rédigions ou la façon dont nous animions nos canaux de sourcing ne fonctionnait pas pour attirer des populations plus éloignées de l'emploi ou des études. Et donc, on a noué tout un partenariat avec des associations grâce à la direction de l'innovation sociale pour amener des candidats, pour nous aider à faire connaître nos métiers dans ces quartiers prioritaires de la ville. Et donc, on est à 10,4%, donc objectif atteint, et on est parti probablement de 2 ou 3% à un moment où on a pris cet engagement et où on a commencé à nouer ces partenariats. De la même façon, on a, de façon vertueuse, je pense, parlé de nos métiers dans les quartiers prioritaires, dans les quartiers où les gestes de tri, les gestes de protection de l'environnement sont mal connus. Et donc, on accueille, comme d'autres grandes entreprises, depuis plusieurs années maintenant, beaucoup de stagiaires de troisième pour les sensibiliser à nos métiers, leur apprendre comment fonctionne de l'assainissement de l'eau, comment fonctionne le recyclage. Et là aussi, dans le cadre de ce programme, on travaille avec des partenariats, avec un tissu associatif, puisque ces actions, pour qu'elles soient impactantes, il faut qu'elles soient faites en partenariat avec d'autres. Et avec des associations qui sont implantées sur le territoire et qui sont en mesure d'aller sourcer des profils qui ne viendraient pas naturellement vers Exactement. comme Suez. Et qui savent transmettre et, je dirais, traduire peut-être les besoins et les fonctionnements d'une grande entreprise auprès de jeunes qui peut-être ressentent ça comme une barrière, n'osent pas aller vers les entreprises ou en tout cas pensent, comme beaucoup de gens, je pense que les grandes entreprises sont parfois un monde un peu complexe à aborder. Audrey, est-ce que vous voulez réagir à ça? Qu'est-ce que vous observez, vous, auprès des adhérents de la NDRH sur ces sujets? Sur le lien avec les territoires, le lien avec les partenariats, il est clé dans le rôle du DRH ou en tout cas dans son job au quotidien. Le DRH aujourd'hui, étant donné que l'ensemble des sujets de société arrivent sur son bureau et c'est pas nouveau, il est en effet obligé ou en tout cas il est engagé avec des partenaires locaux. Ça, c'est une évidence et c'est comme ça qu'on arrive à construire ensemble pour un territoire ou même un pays, en fait, quand on est un groupe international. Après, pour compléter sur aujourd'hui, en tout cas, ce qui arrive de plein fouet dans les entreprises et la question, on peut se poser la question de savoir si c'est à l'entreprise de traiter. En fait, sur un certain nombre de sujets qui arrivent chez nous,
on a toujours cette question de, mais finalement, nous, notre job de DRH, c'est de gérer le collectif. Et on a des sujets qui nous arrivent, et je pense particulièrement en ce moment parce qu'on est beaucoup concentré sur ces sujets-là, sur les violences faites aux femmes, Mmh. où en fait, on s'est individuellement et collectivement posé la question de se dire, est-ce que c'est à nous de gérer ce sujet-là, sachant que, si on prend juste un chiffre, 62% des personnes qui ont porté plainte sont des salariés. Ça signifie qu'on les a tous dans nos entreprises. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est à nous, entreprises, de faire quelque chose? Moi, personnellement, je pense que oui, on peut agir. C'est l'histoire du colibri, à son niveau, peut agir pour donner du temps à la personne en difficulté sur le temps de travail masqué pour aller porter plainte, donner ou en tout cas aider à financer une chambre d'hôtel pendant Oui, une des semaine, hébergements 15 jours. d'urgence. Je pense qu'on peut faire des choses. Donc, à titre personnel, maintenant, au titre de notre collectif, nous pensons également que les entreprises peuvent et peut-être doivent avoir ce rôle. Et au titre de Canal+, également, nous sommes engagés sur ces sujets-là pour aider à notre niveau sur cette problématique. Donc, est-ce que ça, c'est un sujet de RSE, un sujet de RH? La question, c'est un sujet de société. L'entreprise considère qu'elle peut avoir son rôle pour faire évoluer son entreprise, mais en fait, pour essayer de faire évoluer l'environnement sociétal. Mmh. Je sais pas si on... Voilà, Ouais. moi, Et c'est le c'est- constat pardon, je vous en prie. ce que je vois sur le terrain, c'est en effet cela où on a des convictions et ça fait sens avec un business, ça fait sens parce que si je continue sur cet exemple-là, en aidant ces femmes, en ayant un espace plutôt sécurisé, ça permet aux personnes de travailler davantage en, en étant bien et donc de mieux travailler. Alors c'est un exemple intéressant parce qu'on a eu on a eu le débat chez Suez justement D'accord. sur ce sujet des violences conjugales. Nous, on l'a traité, on l'a abordé à l'intérieur d'un accord sur la santé-sécurité européenne qu'on a signé l'année dernière. Donc on a resigné un accord santé-sécurité avec l'ensemble des partenaires sociaux européens, avec notre comité d'entreprise européen, et on a abordé ce sujet des violences conjugales à travers ce sujet de la santé, de la sécurité. De plus en plus, nos démarches santé-sécurité, elles intègrent aujourd'hui toutes les démarches qui sont autour du bien-être, autour de la santé mentale. Et donc, on a considéré, sans considérer forcément que l'entreprise devait gérer tous les sujets de la société, mais en tout cas, elle devait être prête à entendre un certain nombre de choses et à apporter du soutien. Donc, on a lancé une formation pour l'ensemble de la filière RH. Ça va se faire au niveau européen, de façon à ce qu'ils connaissent les dispositifs pour aider des femmes victimes de violences conjugales, qu'ils aient les bons réflexes, qu'ils puissent les orienter vers un certain nombre de dispositifs et évidemment de mettre à leur disposition toute la souplesse nécessaire et l'apport que l'entreprise peut apporter sur ces situations-là. Alors c'est tout nouveau, on l'a signé l'année dernière, on n'avait pas de dispositif, on avait des initiatives un peu éparses selon les pays, l'Angleterre avait lancé quelque chose, en France régionalement on avait des initiatives, donc on vient de lancer cette démarche parce qu'on pense que ça doit, peut-être malheureusement d'ailleurs, mais en tout cas, ça doit intégrer l'approche qu'on veut avoir de nos salariés, c'est-à-dire la protection de leur intégrité physique et morale. C'est un ensemble. À nous tous, on va y arriver à faire changer les Espérons-le, choses. espérons-le. Je voudrais revenir sur les engagements que vous avez au sein du groupe Suez. Comment vous les intégrez à vos offres commerciales? On l'avait évoqué. Ouais, peut-être pour faire le pont avec ce qui vient d'être dit aussi sur quand il y a des enjeux de société, des enjeux de société majeurs, par exemple quand on pense à la transition écologique, quand on pense au sujet d'inclusion, etc. Nous, le prisme qu'on a, c'est de se dire tout ce qu'on fait à travers notre démarche d'innovation sociale doit être aligné entre un impact positif pour le business de Suez, ça qui fait notre légitimité, et puis un impact positif pour la société sur ces enjeux. Et donc tous ces grands enjeux, en fait, ils peuvent être adressés que collectivement avec d'autres acteurs. Donc c'est ce qu'on évoquait là aussi, avec les associations. Mais par exemple, si on prend le sujet de l'économie circulaire, si on veut qu'un territoire soit zéro déchet demain, les solutions de Suez sont essentielles, mais elles suffiront pas. Il faut qu'on travaille avec tout un écosystème d'acteurs. Et en fait, c'est ça qu'on va faire, nous, la direction de l'innovation sociale, c'est identifier les acteurs avec lesquels on peut travailler, ceux qui
qui sont complémentaires. Ça va être par exemple des ressourceries qui travaillent sur le réemploi. Ça va être des associations qui font la collecte du dernier kilomètre en centre-ville. Ça va être des structures qui font de l'insertion, etc. Et on va les agréger, entre guillemets, en tout cas travailler avec elles de manière à ce qu'on puisse faire une réponse commune dans nos appels d'offres et utiliser du coup cette dynamique pour avoir un impact plus fort sur le territoire et se différencier. Donc c'est comme ça qu'on intègre, ça part beaucoup de ça pour infuser ensuite dans nos activités. Avec une démarche, je crois, assez vertueuse, en marche dans ces sujets d'offres commerciales. On a beaucoup de clients collectivités et sur tous les territoires, que ce soit en France ou à l'étranger. Et je crois qu'on a évolué, il y a des obligations légales sur les marchés publics, il y a des heures d'insertion et on est passé beaucoup, il y a quelques années, d'une obligation finalement, on mène en place des clauses d'insertion, on confie un certain nombre d'heures à des associations pour de plus en plus une mesure accrue de l'impact. Aujourd'hui, on est beaucoup plus soucieux, je crois, par l'ensemble des intervenants est beaucoup plus soucieux de l'impact durable sur un territoire. Donc, tu évoquais des ressourceries, ce qui permettent, liées au cycle du déchet, de créer des emplois pour des personnes qui sont éloignées d'emploi tout en réutilisant des matières, donc en générant des profits. Il y a un grand hub, par exemple, de recyclerie à Manchester, sur lequel à la fois il y a des emplois de personnes éloignées de l'emploi qui sont créés, mais aussi des revenus qui sont générés, qui permettent de financer la transition écologique du Grand Manchester. Mais aussi, on nous demande de plus en plus souvent d'avoir un impact durable sur le territoire en matière de création d'entreprises. Donc, le département de l'innovation sociale, par exemple, en 2024, à la demande de clients collectivités à Paris et à Lyon, a accompagné 70 entrepreneurs dans les quartiers pour les accompagner, les incuber pour monter des entreprises sur leur territoire liées à la transition écologique, mais qui permettent à la fois, eux, de leur donner un emploi, mais aussi d'employer d'autres gens et donc d'avoir un impact positif, concret, durable en matière d'emploi sur le territoire. On arrive à la fin, mais je voulais quand même vous poser la question, Audrey. Je l'évoquais en introduction, le monde économique se polarise sous l'influence des États-Unis, aussi bien sur les plans sociétaux que climatiques. Quelle posture la France doit-elle tenir? Alors moi, je peux témoigner de ce que je vois à travers, les DRH et notre collectif. Les convictions étaient là, elles sont toujours là. Les DRH, il y en a 2 autour de la table, hein, mais les DRH continuent leurs actions sur ces sujets. En tout cas, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en France. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot? Non, je crois que tout a été dit et il faut de la constance dans ces actions. Il faut les mener dans la durée et donc ne pas changer de cap, je pense. Et intégrer l'ensemble des parties C'est prenantes, ça. comme vous l'avez mentionné. Exactement. Merci beaucoup, Audrey Richard, présidente Merci. de la NDRH, DRH de Canal+, Benoît Bonello, directeur de l'innovation sociale de Suez, et Laurent Guillaume Guérat, directeur ressources humaines, santé sécurité et vice-président exécutif de Suez. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans le prochain épisode d'Hatshare Makers, on parlera grande transformation de la fonction RH en 2025. À très bientôt.